Salut les terriens, bienvenue sur le journal de la Starbase de la semaine, consacré au programme Starship à Boca Chica au Texas. Cette semaine, encore une actualité chargée avec de la surenchère sur la puissance du Starship, comme s'il n'était déjà pas assez puissant comme ça. Une séance de fitness pour Mekazila, la tour orbitale du premier pas de tir, qui ne veut sans doute pas perdre la main pour le rattrapage des boosters. Et enfin, la rubrique que vous attendez tous avec Philippe. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi SpaceX s'acharne à vouloir rattraper son vaisseau avec Mekazila alors qu'il peut très bien se poser tout seul comme un grand, ne bougez pas, on en parle en deuxième partie de vidéo. Allez-y, on traverse l'Atlantique et on se retrouve sur place. Et pour commencer avec la légèreté indispensable que nous demande parfois ce monde de brutes, faisons un petit tour du côté de l'imagination, et dans ce domaine, beaucoup de passionnés du programme Starship en ont à revendre. Ainsi, on voit fleurir sur les réseaux toutes sortes de projections sur l'évolution de cette fusée monstrueuse, qui, si elle est déjà la plus puissante au monde, pourrait bien être encore plus énorme que ce qu'elle est déjà. Eh ben oui, je vous avais prévenu que ça allait dériver sur des trucs irrationnels. Alors non, je ne les ai pas comptés, mais il suffit de regarder la puissance que 33 Raptors peuvent avoir, et bientôt 35, pour comprendre que là ce n'est même plus de l'imagination, mais de la science-fiction pure et dure. Je suis même pas sûr que dans Kerbal Space Program on puisse faire des choses pareilles, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Bon, pendant que des petits malins imaginent un booster du Starship qui compterait sous sa jupe des centaines de moteurs, d'autres vont à la pêche, dans le sens propre du terme, pas forcément pour prendre dans leur filet des poissons, mais tout simplement pour aller repêcher, au gré des courants de leur bonne étoile, des bouts de Starship. En l'occurrence ici, un bout d'aileron qui, malgré l'explosion, n'a pas perdu ses tuiles. Bon, l'histoire ne dit pas encore si la personne qui détient ce trophée aujourd'hui le vendra sur eBay pour quelques milliers de dollars. Sur le site de lancement, avec les travaux sur le second chantier, on en oublierait presque de lever les yeux au ciel pour observer un peu les nouvelles séances de fitness imposées au géant Mekazila, qui se doit de garder la forme s'il veut pouvoir rattraper à tour de bras, sans mauvais jeu de mots, les boosters qui tombent du ciel à pleine vitesse. En effet, la tour orbitale, qui affiche à son compteur déjà 2 Super Heavy de récupérer, le B12 et le B14, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, le SQD a été écarté ce week-end, afin de laisser les chopsticks être ramenés à une hauteur maximale. Ces derniers se sont livrés ensuite à quelques exercices, toujours dans le but de répéter avec précision la manœuvre de rattrapage des boosters. Notez que même les rails élévateurs ont été testés. Pour rappel, ces derniers servent à amortir la réception de l'engin et à ajuster le centrage du booster lors de la pose sur la table orbitale dans la toute dernière phase. N'oublions pas les allées et venues des camions au sol, je ne parle pas ici des interminables livraisons d'ergols entre chaque vol, mais cette fois-ci de la livraison et de l'installation de 2 nouveaux réservoirs de méthane horizontaux au sein de la ferme à ergols. Un matériel qui vient grossir les capacités de stockage du parc à réservoir en constante mutation, dans le but bien évidemment de fournir les cryogéniques nécessaires à l'alimentation des 2 étages sur le second pas de tir. Faisons un tour rapide sur le site de Sanchez à présent afin d'observer un peu les dégâts sur la récente fresque du parking. Bon, il semblerait que les intempéries entre le 7e et le 8e vol aient quelque peu abîmé ce tableau qui, vous vous en doutez, sera probablement lui aussi, tout comme l'enseigne lumineuse Gateway to Mars sur l'ancienne enceinte du site de lancement, destinée à disparaître. Je suis certain que les graphistes de SpaceX trouveront quelque chose de plus résistant et surtout de plus esthétique. Du côté du site de production, les sections orphelines des futurs prototypes de boosters, fraîchement sortis de la Star Factory, rejoignent tranquillement le premier Mégabay, où elles pourront enfin être assemblées à leurs congénères. Ici, filmé par les caméras de Lab Padre, nous avons l'une des sections appartenant au réservoir de méthane du B17, qui pour rappel servira à propulser le S-36 en orbite lors du 10e vol. Bon, ça si bien évidemment tout se passe comme prévu. Certains en parlent déjà comme si c'était le premier digne représentant de la V2 des boosters, mais rien n'est moins sûr. En effet, même si ce booster a reçu sans nul doute des améliorations depuis le B12, le tout premier booster à avoir été rattrapé, il est plus probable qu'il fasse partie d'une V1.5. Notez que la V2 du 2e étage, elle, doit encore faire ses preuves, donc chaque chose en son temps. Alors, est-ce la fin du High Bay? Bon, je ne sais pas les terriens, je vous pose la question, car si l'on en croit un récent post de Vixie, des machines dédiées à la destruction des bâtiments ont été aperçues non loin du plus petit des 3 hangars. Certes, sur le long terme, pas de surprise, nous avions évoqué avec vous le futur chantier d'un gigabay en lieu et place de ce petit hangar, et qui serait, comme son nom l'indique, bien plus grand que les premiers et seconds mégabays. D'ailleurs, il aurait même un frère jumeau qui lui aussi verrait le jour à peu près à la même période en Floride. Notez au passage que nous ferons bientôt un tour d'inspection du KSI car il y a pas mal de changements là-bas aussi.
Allez, c'est l'heure de passer à vos questions, et ce soir Philippe a choisi de répondre à Bathrax Grimtoad, un pseudo d'abonné comme on les aime, qui sonne bien gamer, un truc bien imprononçable. Mais pourquoi vouloir rattraper le Starship avec Mechazilla alors qu'il peut très bien se poser tout seul comme il l'a déjà fait ? Merci pour ta question. Alors nous avons deux véhicules bien différents que sont le Heavy Booster et son acolyte de vaisseau, car s'ils partagent un bon nombre de points communs comme le diamètre standard de 9 mètres, une construction tout acier inoxydable 304L ou encore l'emploi des mêmes moteurs et mêmes ergols, leurs missions respectives sont cependant très différentes. Ils travaillent de concert et l'un sans l'autre, il manquerait une jambe à ce colosse aux grandes ambitions. Mais partager un ADN commun implique-t-il pour autant qu'ils doivent tout faire de la même façon ? Les vols 5 et 7 nous ont fait assister au spectacle juste incroyable de la récupération au vol du B12 et du B14, mais la réussite répétée de cette manœuvre suffirait-elle à généraliser son recours pour les deux étages du lanceur ? Faisons pour ça un retour de projecteur sur le profil et les particularités de nos deux compères. Un gros costaud d'haltérophile pour le Heavy Booster tout d'abord, dont la force brute permet de lutter contre la gravité terrestre sur la première partie de la trajectoire verticale de la fusée. Dans la course à la vitesse orbitale, ce n'est pas lui qui apporte le plus en termes de delta V. Sur les 28 000 km/h requis, il en fournit seulement environ 5 000 au moment de la séparation avec le second étage. Son boulot à lui, c'est la partie ingrate du voyage, le soulèvement du mastodonte, le premier élan arraché à la gravité terrestre qui, à basse vitesse et faible altitude, retient le vaisseau de toute sa force. Ces 7500 tonnes de poussée ne sont pas de trop pour soulever puis accélérer les 5000 tonnes de la fusée complète. Avec un vaisseau de 1400 tonnes tout plein fait posé sur sa tête, l'équation de Tsiolkovsky, que vous connaissez parfaitement grâce au journal de l'espace, ne lui laisse aucune chance de pouvoir aller bien vite. On a le vaisseau ensuite, dans le rôle du lièvre, c'est à lui de transformer ses ergols en vitesse pure et d'atteindre le nirvana de l'orbite, quel chanceux! Mais comment fait-il pour accélérer et prendre rapidement de la vitesse alors que sa poussée maximale est tout juste égale à son poids au moment de la séparation ? Et oui, avec un rapport poussée-poids de 1, il est nettement bien moins loti que le Heavy Booster et son remarquable score de 1,5. Il devrait au mieux être capable de poursuivre sa route sur l'élan fourni par son Heavy compagnon, mais ce petit vénard profite en fait de l'inclinaison croissante vers l'horizontale de sa trajectoire autour de la Terre. La côte à gravir est donc en quelque sorte moins raide pour lui, et sa toute relative sous-motorisation ne le pénalise pas. Son effort ne sert quasiment qu'à accélérer sa masse, alors que sa vitesse croissante de rotation autour de la Terre l'affranchit progressivement de la gravité directe. Bon, vous allez me dire, mais quel est le lien avec la question et le choix d'un système d'atterrissage ? Eh bien, alors que le booster Falcon se dote d'un train déployable pneumatiquement, d'une envergure au sol de 18 mètres, qui lui ajoute environ 2100 kg sur la balance, on peut essayer de déduire par comparaison les caractéristiques d'un tel équipement sur le Heavy Booster pour lui et ses 250 tonnes, plus 20 tonnes d'ergols non brûlés environ. Un atterrissage sur une piste au sol nécessiterait l'utilisation d'un train déployable de très grande taille. Et oui, la bête est lourde et surtout très haute, près de 70 mètres à ce jour et 80 dans un futur pas si lointain. Comparé au Booster Falcon en version 5 et ses 42 mètres de hauteur pour moins de 30 tonnes à vide, il joue dans une toute autre catégorie et par une simple règle de 3, nous arriverions à un train d'atterrissage de près de 30 mètres d'envergure déployé, dont la masse approcherait les 18 tonnes et en fait probablement plus près de 25 compte tenu de la construction tout en acier du Heavy Booster alors que son petit frère Falcon est fabriqué en alliage léger et carbone. L'estimation est d'ailleurs ici faite avec un système à 4 pieds, mais la sécurité exigerait plutôt 6 pieds pour un tel monument. Ça représenterait alors 10% de la masse sèche de l'engin. Bon, plus de ça, qui dit train d'atterrissage dit également piste d'atterrissage, celle-ci pouvant être sur la terre ferme ou sur une barge en mer. Alors c'est une possibilité intéressante, me direz-vous ? Peut-être bien, mais pour quel scénario ? Cette souplesse logistique est effectivement utilisée dans l'exploitation actuelle des lanceurs Falcon 9 avec le succès que l'on sait, mais il est à noter que les boosters Falcon ne sont eux pas destinés à un usage journalier tel qu'imaginé par SpaceX pour son lanceur Starship. En effet, récupérer un booster posé sur une barge en pleine mer va nécessiter plusieurs jours, ainsi que toute une logistique de transport routier pour le ramener ensuite à sa base de lancement. Cette contrainte limite fortement l'intérêt de poser les deux étages d'un Starship en pleine mer, que ce soit sur une barge ou sur un porte-avions de l'US Air Force. Déjà que les routes américaines sont limites pour le Falcon, un transport routier de Heavy Booster ou de Starship est tout simplement inenvisageable. De toute façon, la lignée Starship n'a pas été prévue dès sa conception pour pouvoir être couchée à l'horizontale, elle risquerait tout simplement de se plier sous son seul poids.
Cette limitation est également pénalisante vis-à-vis de la technique d'atterrissage. Impossible aussi d'envisager un ship ou un heavy booster qui reviendrait au sol en vol plané horizontal en se posant sur une piste comme le faisait la navette spatiale. Nos deux Star Colosses en inox sont donc condamnés à se poser à la verticale dans l'axe de leur plus grande rigidité. Alors c'est vrai que le RTLS, ou après traduction le retour vers le site de lancement, est pénalisant en termes de stock d'ergols supplémentaires à emporter par les boosters, mais ce choix de retour direct au bercail est infiniment plus pratique vis-à-vis de la logistique de gestion et d'exploitation de tout un parc de fusées. Notons que le problème du RTLS n'existe pas pour le deuxième étage, qui, revenant de l'orbite, n'a qu'à déclencher son freinage spatial au moment opportun pour retomber naturellement au bon endroit sans dépenser une goutte d'ergol supplémentaire. Bon, revenons à nos moutons, en inox tout de même. Ton interrogation porte plus précisément sur le vaisseau donc qui, tu fais bien de le repréciser, a débuté sa carrière en se posant bien droit sur un mini-train repliable logé sous la jupe de son compartiment moteur. Et ouais, nous avons encore en tête les inoubliables images des premiers SN8 A15 qui, avec un taux de réussite, disons, personnalisé, ont démontré la faisabilité d'un retour intact au sol. Bon, petit retour sur ces moments historiques, il aura tout de même fallu 5 tentatives pour qu'un vaisseau survive à la manœuvre. Le SN8, honneur aux pionniers, a brillamment exécuté son belly flip, mais a connu des problèmes de remise en route de ses moteurs, et une poussée insuffisante l'a fait heurter le sol brutalement, entraînant sa destruction. Sort identique pour le SN9, amélioration notable avec le SN10 qui touche le sol en un seul morceau mais explose quelques secondes plus tard des suites d'une fuite de méthane dans le compartiment moteur. Il faudra attendre le SN15 pour qu'enfin un vaisseau se pose en douceur et conserve son intégrité après extinction de ses moteurs. L'analyse de ces premières tentatives est très intéressante et contient probablement les clés d'une bonne solution future. Contrairement au booster qui durant tout son retour reste bon an mal an aligné dans l'axe de sa trajectoire quasi balistique moteur vers le bas, le deuxième étage quant à lui ne peut échapper à une pirouette aérienne qui n'est pas sans conséquence sur la précision de son atterrissage. En effet, le vaisseau encore tout chaud de sa céleste friction avec les nuées de plasma brûlant est fortement soumis aux perturbations de l'atmosphère. Les 4 flaps ou ailerons mobiles permettent à l'ordinateur de bord de contrôler l'appareil avec une relative efficacité, mais le vaisseau en appui ventral sur les couches d'air ambiant ne présente pas la manœuvrabilité d'un avion de voltige, on en est loin. Lors des premières tentatives de 2021, la précision de pose au point visé était assez faible, le SN10 se posant en bordure extrême de la piste bétonnée. Nous sommes donc bien loin de l'étonnante performance du B12 qui, dès sa première tentative, nous a tous bluffés par son incroyable précision. Il sera probablement plus difficile pour un vaisseau d'atteindre la précision métrique dont fait preuve avec une facilité déconcertante le premier étage. Nous n'en sommes bien évidemment qu'au tout début des essais, mais si par malchance il s'avérait finalement être problématique d'amener un Starship entre les deux bras de la tour de façon suffisamment fiable et sécurisée, alors oui, pourquoi pas envisager un retour à l'ancienne méthode. D'autant plus que celle-ci présente de nombreux avantages, et notamment une infrastructure au sol infiniment plus simple et économique à construire et entretenir qu'une tour géante équipée de 2 bras mobiles. Ainsi, un vaisseau revenant de l'espace et subissant quelques perturbations lors de son vol retour pourrait aller se poser en toute sécurité sur de nombreux sites de secours disséminés sur plusieurs continents. Et oui, construire une simple aire bétonnée réservée à cet usage est en effet facilement envisageable et à moindre coût, ce qui permettrait de disposer d'un grand nombre d'aires d'atterrissage à la surface du globe. Le même principe s'applique également aux barges maritimes, telles que celles que nous connaissons déjà, et qui ne pourraient en aucun cas supporter la masse colossale d'une tour mais quasi là. La pose au sol présente également une autre qualité qui est celle de la sécurisation d'un éventuel équipage humain à l'intérieur du Starship, un scénario bien évidemment actuellement très lointain mais qui forcément arrivera un jour. En cas de problème lors du rattrapage au vol, entraînant par exemple un début d'incendie, il serait infiniment plus compliqué de lutter contre le feu tout en portant secours aux passagers du vaisseau si celui-ci se balance dans le creux d'une pince géante à 70 mètres de hauteur. A l'inverse, posé sur un sol bien plat et bétonné, les secours ainsi que l'évacuation en seraient fortement facilités. Mais alors pourquoi renoncer à un principe qui représente autant d'avantages ? Eh bien l'une des causes principales qui ont mené aux explosions des premiers SN est liée à la configuration de la partie basse des Starship. Starship, pour rappel, qui est l'appellation de la fusée au complet, mais également le nom du deuxième étage. Donc comme je le disais, leur compartiment moteur est cerné par une jupe assez longue qui forme un gros volume clos quand le vaisseau est posé au sol. Le problème vient alors du fait que si les pattes du train d'atterrissage sont courtes, ce qui était le cas sur les premiers prototypes, les flammes des moteurs encore allumées dans la phase finale de l'atterrissage sont piégées dans cet espace confiné, mettant ainsi le feu à tout ce qui s'y trouve.
Des solutions à ça sont facilement envisageables. On peut par exemple allonger sensiblement la longueur des 6 pattes télescopiques, ce qui peut se faire sans trop alourdir le vaisseau, dont la structure permet, il l'a prouvé, d'assumer une pose digne sur son séant. D'autant plus que, de toute façon, des pattes plus longues seront requises sur les vaisseaux à destination de la Lune ou de Mars, donc ici rien de bien délirant. Également, il devrait être possible de remplacer l'aire d'atterrissage bétonné par un plancher métallique perforé, une sorte de caillebotis renforcé, au travers duquel les flammes passeraient puis seraient absorbées par une aspersion d'eau placée en dessous. La prochaine arrivée des Raptor 3.0 devrait dans tous les cas faciliter une telle solution, car nativement bien protégés des agressions thermiques externes, les débuts d'incendie dans le compartiment moteur s'en trouveraient alors évités. La récente apparition d'une paire de crochets logés sous les aisselles du S-33 et S-34 pourrait cependant faire douter de cette possibilité de retour à la méthode initiale, mais à y regarder de plus près, ces deux appendices non structurels, précise l'entreprise, sont nettement plus petits que ceux du Heavy Booster, comme si l'exercice n'était pas déjà assez compliqué comme ça, de même que leur forme, dont les surfaces d'appui dédiées à l'accrochage semblent bien plus carrées. Alors, simple effet de mode ou évolution darwinienne, ces mini-crochets New Looks sont peut-être destinés essentiellement à la manutention et optionnellement au rattrapage. Bon, pour ça, nous ne devrions pas tarder à le savoir. En conclusion, rien en fait n'élimine du jeu la possibilité de conserver, ou plutôt de rétablir un atterrissage autonome des Starships posé sur un train escamotable. Ce principe présente de très gros avantages en termes de simplicité, faible coût et sécurité des futurs passagers, sans compter que si un jour des vaisseaux reviennent de l'espace, les soutes chargées de centaines de tonnes de minerais précieux ou de produits made in space, cela éviterait aussi de faire plier une tour fine et haute sous l'effet d'une charge excessive, même si certes nous n'en sommes pas encore là. En fait, il faut comprendre que toutes les options sont encore ouvertes à ce jour et plusieurs principes d'atterrissage des deuxièmes étages sont envisageables sur un même prototype. Faisons donc encore une fois confiance à SpaceX pour nous surprendre avec des solutions inédites, voire ornithologiques. Bah ouais, Boca Chica, c'est une réserve naturelle protégée, alors autant s'inspirer de la nature qui est sans doute la plus évoluée des technologies. Et oui, comme tu dis Philippe, d'ailleurs les ingénieurs s'inspirent souvent de certaines capacités d'insectes ou d'animaux pour inventer de nouvelles technologies, comme on l'a déjà vu dans plusieurs de nos émissions. Voilà les terriens, merci encore pour votre participation en commentaire et pour votre assiduité à toute épreuve. Vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, surtout n'oubliez pas le pouce en l'air de YouTube, et merci à tous ceux qui partagent la vidéo sur vos réseaux, c'est comme ça que vous nous aidez le plus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, n'oubliez pas qu'on se retrouve ce vendredi sur le Journal de l'Espace pour l'actualité spatiale, à très bientôt les terriens.